Allah is God. Elijah Muhammad is a messenger because Allah has power over all things, all things, all things. If you believe in him, nothing, even George Foreman will look like a baby, like a baby, like a baby. Bienvenue dans Mosaïque, bienvenue sur Univers Média TV. Alors, à la présentation, c'est Stéphane Kabou. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le professeur Mary Teuw Niane, mathématicien, homme politique, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et candidat à la présidentielle de 2024. Alors, nous allons parler de ces distinctions. Nous allons parler du chevalier dans l'ordre des Palmes académiques du Sénégal en 1998. Ensuite, chevalier dans l'ordre national du Lion du Sénégal, mars 2001. Président du jury du Grand Prix de la présidence de la République pour les sciences, session 2002, chevalier dans l'ordre des Palmes académiques, République française, février 2009, et enfin, officier dans l'ordre national du Lion de la République du Sénégal, avril 2009. Il nous en dira plus, on va le laisser se présenter. Professeur, bonjour. Bonjour Stéphane et merci pour cette invitation. Et je salue nos téléspectatrices et téléspectateurs de Univers Média. De Univers Média. Oui. Alors, professeur, nous allons tout de suite plonger dans l'actualité. Ce qui s'est passé, on l'a vu ce jour. Et nous avons senti une éventuelle condamnation de Ousmane Sonko par rapport à l'affaire qui l'oppose au ministre Mame Mbaye Niang. Donc, il a été condamné 2 mois sursis, 200 millions à payer à la partie civile. Vous en pensez quoi? Oui, moi je dirais que ça aurait pu se passer autrement. Parce que je pense que je suis intervenu, j'ai même écrit cela sur ma page Facebook en disant que nous sommes dans un mois qui a la chance d'être le mois de carême pour les chrétiens, le mois du jeûne, le mois du ramadan pour les musulmans. C'est le mois de pardon et de pénitence. Et je pense qu'une affaire entre 2 personnes, traditionnellement, elle aurait pu se régler autour d'une table. Celui qui a commis une erreur le reconnaît et celui qui a un préjudice pardonne et que l'affaire soit résolue. Vous pensez qu'il y a une erreur dans cette affaire, qu'il peut y avoir une erreur? Je pense que quand il y a diffamation, oui. Quelqu'un est censé être diffamé, quelqu'un est censé avoir fait de la diffamation. Je pense que ça se règle comme cela. Et ça aurait évité, je pense, que tout ce train-train qu'on a eu, oui. Et surtout toute cette violence qu'on a eue qui a même généré des décès. Donc je pense qu'on aurait pu économiser cela. Dans d'autres pays même, que ces affaires de diffamation se règlent à la télévision. Tout à fait. Autour d'un plateau de télévision, celui qui pense avoir diffamé reconnaît et l'autre admet et puis on passe à autre chose. Vous pensez qu'il y a eu de femmes orgueil côté Sonko et il n'y a que pardon aussi côté Mame Mbaye Niang? En tout cas, je pense que tous deux auraient pu avoir peut-être du dépassement. De la hauteur. Si nous avons un dépassement, peut-être que l'ido axifie. Oui. Et je pense que c'est assez malheureux que nous en arrivons là. Mais voilà. D'accord. Et parallèlement, l'OL dafa accompagné, et ça a été accompagné par des séries de manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi, et la plupart de ces manifestations ont été interdites. Mais malgré l'interdiction, nous avons quand même des marches, et ça a généré tout ce que ça a généré aujourd'hui. Pensez-vous qu'il y a vraiment des bavures policières? Est-ce que pensez-vous que la population doit subir bavures policières? Moi, je pense cette question-là, je la vois sous plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'est-ce qui a créé ce climat d'incertitude, ce climat d'injustice, ce climat de tension? Qu'est-ce qui a créé cela? Je pense que le responsable principal, je le dis, c'est le président de la République. Qui n'a pas main mise sur la justice, normalement. Même pas cela. Je pars d'une autre question. Je viendrai sur la justice. Je pense que c'est le président de la République. Parce que si, lors de sa réélection en 2019, il avait dit, dès qu'il avait pris le pouvoir, dès qu'il avait pris fonction, que ce mandat
comme il l'a toujours dit, il l'avait dit auparavant, sous toute force de forme, que c'est son dernier mandat. Je pense que cela aurait créé un climat d'apaisement au niveau de l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. Parce que depuis qu'il a décidé de dire à ceux qui sont avec lui de ne pas parler du mandat, et que nous avons vu que ceux qui ont juste réitéré le fait qu'il avait dit que c'est son dernier mandat, il a sanctionné ceux qui l'ont fait, et que ceux qui ont pris leur tambour et ont appelé à ce qu'ils se représentent, il les a promus ou les a laissés en fonction. Le soupçon est légitime de penser qu'il se prépare à se présenter. Et cela envenime toutes les questions, y compris des questions qui auraient dû être des questions simples dans l'espace public. Des questions basiques. Quoi. Parce que des questions de diffamation, il y en a énormément dans l'espace public sénégalais et il n'y a pas eu de tensions aussi importantes. S'il y a des tensions, c'est que derrière, il y a quelque chose que les gens soupçonnent. Vous pensez que c'est la politique. Exactement. Et c'est ça le véritable problème. Donc, le premier responsable, pour moi, c'est le président de la République. La deuxième chose que je déplore fortement, moi, je suis partisan de la paix. Parce que nous sommes dans un régime démocratique, avec ses limites, mais c'est un régime démocratique où il y a eu des alternances en 2000, en 2012, et je fais confiance à la carte de l'électeur, et je pense que c'est le moteur des transformations qui doivent y avoir. Les manifestations, et particulièrement quand elles doivent amener des morts d'hommes, moi, je refuse cela. Mais c'est de la faute de qui à partir de ce moment-là? À ce moment-là, la faute est partagée. Hormis le chef de l'État, il y a les forces de l'ordre quand même. Il y a les forces de l'ordre, mais il y a aussi les initiateurs de ces manifestations aussi. Qui ont le droit de manifester. Oui, mais je dis aussi, ils sont aussi, parce que manifester et aussi créer les conditions qu'il y ait des violences et qu'il y ait des morts, ça je ne suis pas d'accord du tout. Mais quelles conditions? À partir du moment où c'est le préfet, c'est la gendarmerie, c'est la police, les forces de l'ordre qui... J'y viens. Quand la police et la gendarmerie ont entouré chez M. Sonko, j'ai fait un post pour dire je ne suis pas d'accord. C'est une violation de la Constitution. On n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de circuler. Et c'est à partir de ces moments-là... Et je dis cela maintenant. Maintenant, je dis bien, il est de la responsabilité des hommes politiques que nous sommes, d'accepter ou de refuser la violence. Moi, je dis, je fais partie de ceux qui refusent la violence et qui me battent, parce que je suis aussi dans le pays, il ne faut pas l'oublier, de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, qui a refusé la violence, qui a assumé et a accepté volontairement de subir les contraintes de la colonisation pour ensuite gagner la victoire de ce qui était sa mission, qui était l'élargissement de l'islam et de la communauté du mouridisme. Après, les combats ne sont pas pareils. Oui, non. Pour moi, c'est un combat fondateur et qui est essentiel. Qui est déjà installé. Qui est essentiel. Qui est déjà installé. Le combat de Serigne Touba et des chefs religieux qui étaient là en face des Toubabs, comme on dit. Ils ont déjà gagné ce combat. Ce combat est déjà là et ce combat perdure. Maintenant, après, pour ce qui est de tout ce qui est constitution, souveraineté alimentaire, souveraineté même industrielle, je vais dire, etc., je pense que c'est au peuple, à partir de ce moment, c'est au peuple de combattre dans ce sens. Le combat du... Lui, le khalife général ne va jamais vouloir combattre dans la rue et que ce n'est pas son combat. Il a pas ce problème. Maintenant, si je parle moi surtout du peuple qui veut s'en sortir, qui est en train de vivre, de galérer dans ce pays, qui n'arrive pas à manger à sa faim. Mais oui, c'est le combat que nous menons. Ce combat passe par la carte électorale si nous sommes des démocrates et que nous nous battons pour la démocratie. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui ne sont pas inscrits dans les listes électorales. Mais nous nous battons pour qu'ils s'inscrivent. C'est ça la bataille. La bataille pour la démocratie, c'est la bataille de convaincre les jeunes que leur intérêt, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales et le jour du vote, de voter pour la personne de leur choix. C'est cette bataille que nous menons. Malgré tout ce qui s'est passé en 2019, des personnes qui ont été
rejeté. Mais en 2012, en 2011-2012, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des batailles. Tout à fait. Mais qui a gagné? Qui a gagné la bataille? Le peuple, au final. C'est le peuple. C'est le peuple parce qu'il a voté. Il a voté pour, il a voté contre la personne qu'on ne voulait pas. Nous, c'est cette bataille que nous considérons qui est la plus importante, parce que nous sommes à moins de 10 mois des élections présidentielles et que ne pas mener cette bataille, laisser le pouvoir gagner cette bataille, c'est demain regretter tout simplement de s'être battu ailleurs. Tout à fait. Je ne vous coupe pas, mais ce que vous dites, c'est important. Dans la mesure où vous dites cette personne, on a voté pour faire face à cette personne qui est Abdoulaye Wade, en l'occurrence, c'est ça? Oui. Qui est un grand démocrate, qui a, à un moment donné, soulevé la main et laissé passer, fait patte blanche. Et comparer Abdoulaye Wade et le président Macky Sall, qui est actuellement au pouvoir, en ce sens, vous pensez que Macky Sall acceptera de se limiter qu'au vote, simple vote, et se dire que bon, il n'y a pas de souci, je vais me retirer, je vais vous laisser faire. Vous pensez qu'il peut... S'il est battu, il partira. Vous pensez? Oui. Mais est-ce qu'il a le droit de se présenter à partir de son... Moi, je dis, moralement, éthiquement, il n'a pas le droit. Mais la morale... Moralement et éthiquement... Non, elle est fondamentale. Mais elle ne fait pas le droit, quand même. Elle fait pas moi, je dis, moralement, je n'accepte pas qu'on m'entraîne sur le terrain du droit. Parce que vous entraînez sur le terrain du droit, c'est vous entraîner dans parole contre parole. Mais les textes sont riches. De manière, oui, c'est vous entraîner parole contre parole. Entre juriste contre juriste. Mais la base des textes, ce n'est pas la morale. La base des textes, c'est la morale. Elle est morale. Pourquoi elle est morale? Pourquoi je dis elle est morale? Pourquoi je l'ai écrit depuis plus d'1 an? L'éthique de la parole donnée. Pourquoi je l'ai écrit depuis plus d'1 an? Parce que nous sommes africains. Ce qui nous lie, c'est la parole donnée. Ça, c'est nos valeurs. C'est ce qui fait nous, qui sommes africains, qu'on est considéré ou qu'on n'est pas considéré. Signer un pacte a beaucoup moins de valeur que la parole que je vais vous donner. Quand vous venez me voir, je vous dis je fais telle chose, ça a plus de valeur que je vous signe un papier. D'accord. Sur les marchés de bétail, quand les éleveurs achètent le bétail, il suffit de donner le OK et de se donner la main. Quand vous allez faire un prêt à la boutique, Oui. mais c'est parole contre parole. Et cette parole suffit. Notre société est fondée sur l'éthique de la parole donnée. Et toute personne qui s'exprime de cette manière-là. Et la question qui me vient, pourquoi je ne mets pas le droit? Ça aussi, je le dis. Oui. Je l'ai répété à beaucoup de personnes. La constitution sénégalaise ne demande pas à Macky Sall de se présenter. Le Conseil constitutionnel ne demande pas à Macky Sall de se présenter. Pour le moment. Non, elle ne lui a jamais demandé, elle lui demandera jamais. Le fait de dire je suis candidat, c'est une décision individuelle, personnelle. Donc elle interroge exclusivement la personne elle-même et son éthique et sa morale. Et c'est pourquoi, de manière éthique et morale, il n'a pas le droit de se présenter. D'accord. Est-ce que c'est pour ça que vous avez posé votre démission en 2019? Parce que je rappelle que vous étiez ministre de l'Enseignement supérieur de 2012 à 2019, c'est bien ça? 2019, c'est le 25 juillet 2022 que j'ai démissionné du poste de président du conseil d'administration de Petrosen. J'ai démissionné pour plusieurs raisons. D'abord, l'orientation ne me convenait pas, parce que j'ai vu que nous n'étions plus dans l'orientation originelle qui était d'aller vers le développement économique du Sénégal maîtrisé et vers l'amélioration des conditions de vie des populations, etc. Et que deuxième chose aussi, que ce qui nous tenait particulièrement à cœur, la promotion de la connaissance et de la compétence n'était plus en place. Et enfin, la troisième chose, évidemment, c'est ce sentiment qui était que nous étions en train d'aller tout droit vers un retour en arrière, puisque n'oubliez pas que la bataille de 2011 contre la troisième candidature d'Abdoulaye Wade
était une bataille qui avait mobilisé toute l'intelligentsia sénégalaise. Tout à fait. Moi, j'avais écrit au président Abdoulaye Wade. Je l'avais écrit bien avant. Je l'ai écrit en janvier 2009. Et je l'ai écrit, j'étais recteur de l'UGB, nommé par le président Abdoulaye Wade. Je lui ai écrit en janvier 2009 pour lui dire de ne pas se présenter aux élections de 2012 et de dissoudre le Sénat. Vous avez fait pareil avec le président Macky Sall? Le président Macky Sall, je lui ai écrit en 2020, mais ce n'était pas autour de cela. Je lui ai écrit en 2020, c'était en juillet 2020, c'était de lui dire la situation politique du pays amène à prendre des décisions importantes pour qu'on n'aille pas vers le mur. Moi, je fais de la prospective politique. Ce n'est pas mon métier, mais je le fais à mes temps perdus. Et c'était quoi la réaction du président? Alors, là, on a deux réactions différentes. Le président Abdoulaye Wade m'a appelé et nous avons eu à échanger autour de ce que j'ai écrit. Et bien plus tard, quand il a quitté le pouvoir, Feu Ousmane Masseck Ndiaye m'a dit, écoute, en Wolof comme ça, parce qu'il avait beaucoup d'humour, ces lettres, parce qu'on lui dit mathématicien, donc vous êtes dans les étoiles. Tout à fait. Le président Macky Sall, lui, ne m'a pas répondu. Il n'a pas réagi? Il n'a pas réagi. Et comment vous le prenez? Bon, moi, j'ai pris note, c'est tout. J'ai pensé bien faire. Vous savez, moi, je joue mon rôle d'intellectuel. Je suis un intellectuel. Quand je pense quelque chose, je l'exprime. Donc, j'ai eu, comme on dit, la conscience tranquille de lui avoir dit ce que je pensais et ce que je ressentais. Et que, comme on dit en Wolof, de la même façon que j'avais écrit au président Abdoulaye Wade pour lui dire de ne pas se présenter. Et je pense que quand il a perdu l'élection, il a dû se rendre compte que donc c'est unique. Vous pensez que Macky Sall doit forcer actuellement ou pas? Vous pressentez que doit faire forcing pour un troisième mandat? Une troisième candidature? Moi, en tout cas, tel que je vois les choses, je l'ai dit, je l'ai écrit. Hein. Oui. Moi, je l'ai écrit, j'ai écrit chronique d'une succession familiale inachevée. J'écris cela, chronique d'une succession familiale inachevée, pour dire quelle est la lecture du schéma que déroule le président depuis avril 2019. Parce qu'il a posé des actes. D'accord. Oui. Il a supprimé le poste de Premier ministre avec un argument fallacieux qui était « je veux accélérer la mise en œuvre de mes projets ». Oui, celui qui veut accélérer la mise en œuvre de ses projets ne supprime pas le chef d'orchestre. Et on a vu la cacophonie que ça a créé. Et même les dysfonctionnements que ça a apporté. Parce que les difficultés qu'on a eues par la suite avec le Covid, avec autre chose, c'est qu'il n'y avait plus possibilité de tenir des conseils interministériels. Et le fait de ne pas tenir des conseils interministériels faisait qu'il n'y avait plus une coordination transversale de l'action gouvernementale. Et on l'a vu dans d'autres secteurs, l'éducation, la santé, la campagne agricole, etc. Deuxième chose, la création du poste nouveau dans le gouvernement et poste balèze de ministre du développement communautaire et de la solidarité, qui avait tous les projets pour se faire aimer. Moi, je l'appelle comme ça. Ce ministère n'a pas sa raison d'être. Non, il a créé ce ministère et il l'a confié à son beau-frère. Oui. Donc, un ministère que on vous donne ce ministère-là, normalement, au bout de 3 mois ou de 6 mois, tous les Sénégalais vont vous aimer. Pourquoi? Parce que Moulin à 1000, c'est vous qui allez donner ça. Et électrification rurale, c'est vous qui allez faire ça. L'installation de l'éclairage public, c'est vous qui allez faire ça. Les pistes et les rues les pistes rurales et les rues dans les quartiers, c'est vous qui allez faire ça, etc. Tout ce qui concerne le social, le communautaire, c'est celui qui est en charge de ce ministère-là qui va le faire. Donc, en nommant une personne là-bas, en réalité, c'est une personne qu'on a voulu propulser et mettre en lumière et positivement. Et ensuite, il a supprimé dans le gouvernement les intellectuels,
dans une première vague. Et dans une deuxième vague, il a supprimé ceux qui avaient un leadership politique dans son parti. Quels sont ses objectifs à faire ça? Macky Sall, c'est un intellectuel. C'est très simple, c'est faut pas qu'il y ait de têtes qui émergent. D'accord. Et quand il a, en plus, je vous donne une autre analyse, toujours, il a nommé les personnes à des postes qui ne correspondent pas à leur profil. Regardez, examinez le gouvernement. Examinez. Je vais donner l'exemple du ministre de la Jeunesse, par exemple. Vous m'en direz quelque chose? C'est qui encore? Pape Malick Ndour. Non, Pape Malick, je pense qu'il est dans un poste. Le ministre de la Jeunesse, c'est un ministre, je dis, qui n'a pas de profil. Prenez le ministère de l'économie numérique. Mais justement, c'est pour ça que Prenez, etc. Oui. Donc, il a préféré nommer beaucoup de gens à des ministères qui n'ont pas leur profil. Beaucoup qui sont incompétents. Quelques-uns qui étaient compétents, on les a nommés à des ministères qui n'étaient pas leur profil. Là, professeur, vous parlez de beaucoup de manquements. Tout cela, ce n'est pas des manquements. Pour moi, c'est une stratégie de poursuite du pouvoir sous deux angles. L'angle familial, qui est la possibilité de promouvoir son beau-frère, et l'angle de troisième candidature, qui est la sienne. Et c'est cela qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est quand même maintenant à peu près à 10-11 mois des élections présidentielles, si le président de la République ne devait pas se présenter, il aurait dû déjà mettre en avant quelqu'un de sa coalition pour être le candidat. Parce que nous imaginons bien que dans cette durée-là, je ne vois pas quelqu'un de son alliance pouvoir s'en sortir si on le jette dans si on le met au point de départ des candidatures. Vous devez donc comprendre la colère du peuple, la colère de la population qui décide de descendre dans la rue. On a appelé la population à descendre dans la rue. Donc si aujourd'hui une autre partie de l'opposition fait pareil, ça peut galvaniser et faire sortir la population. On n'est pas obligé de dire... Je ne suis pas contre qu'une partie de l'opposition appelle la population, etc. Mais ce dont je suis contre, c'est de mettre la population en situation de violence ou de subir la violence. Ça, par contre, je ne l'accepte pas. Mais la population, dès que la population sort, c'est une masse, la masse, elle est incontrôlable. Non, mais moi, c'est parce que je sais qu'elle est incontrôlable que je ne l'appellerai pas à aller dans certaines actions où je ne peux pas contrôler ce qui se fera là-bas. Et je tiens, pour moi, la vie humaine est quelque chose d'extrêmement important et qu'on ne peut pas, moi en tout cas, je n'accepterai pas de mettre en péril des vies humaines pour conquérir le pouvoir. Alors, ça, c'est ma décision personnelle. Il y a une phrase qui dit une patrie se compose des morts qui la fondent et des vivants qui la... Je ne suis pas d'accord avec cela. Non, je ne suis pas d'accord. D'accord. De la même façon, je ne suis pas d'accord des conquêtes violentes de pouvoir qu'ont initiées les partis communistes, etc. Vous pensez que les élections peuvent être... L'exemple type, c'est la Guinée-Bissau. Oui. Nous tous, nous avons salué la lutte d'Amilcar Cabral. Nous avons salué. Oui. Mais aujourd'hui, la Guinée-Bissau subit encore les contre-coups de la lutte armée qu'elle a menée. La Guinée-Bissau ne peut pas se structurer, se constituer en un État qui se développe économiquement. Au Sénégal, on n'en est pas là. C'est une population qui sort, qui manifeste son ras-le-bol, qui manifeste son mal-être. On n'en est pas à ce stade. Mais on compte les morts. Et je n'ai pas besoin qu'on compte les morts. Moi, j'ai besoin, et je pense que nous pouvons le faire, parce que nous avons fait 2 alternances, en 2000 et en 2012, et j'ai confiance que nos institutions, malgré tous leurs défauts, et j'y reviendrai peut-être au cours de l'entretien, sur les réformes que je vais amener au niveau des institutions, ont permis quand même de faire les alternances. Parce que, au-delà de ce qui paraît, comme on dit, ce que tout le monde chante,
Le président Diouf a appelé Abdoulaye Wade pour le féliciter. Et le président Abdoulaye Wade a passé la main. L'arrière-plan n'est pas aussi beau que cela. Et tout le monde le sait. Il n'est pas aussi beau que cela. Mais parce que les institutions quand même existent et que cela est possible, nous nous misons sur cela. Parce que c'est cela qui nous fera l'économie d'asseoir la politique que nous voudrons mettre. La politique de souveraineté alimentaire, la politique de souveraineté économique, la politique de souveraineté tout court, qui, au lieu de nous disperser en prenant le pouvoir et de nous occuper 2 ans, 3 ans à reconstruire les bases de l'unité nationale, les bases de la remobilisation de la population, parce qu'on aura cassé plein de choses. Nous, c'est ça qui nous anime. Vous savez bien plus que moi que tous les pays qui ont été indépendants, qui ont été Nimom Senbop, comme on dit, il y a eu des révolutions. Ça dépend. Que ce soit en Europe, en Occident, que ce soit aux États-Unis, un peu partout dans le monde, il y a eu des révolutions. Le Mali, il est en train de se refaire. Refaire, je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un de très objectif par rapport à moi, à ma pensée. Et j'attends de voir ce que ça produit, parce que je n'ai jamais vu un régime militaire produire un régime qui soit un régime de prospérité. Un régime de transition. Hein, je dis un régime militaire. Moi, je dis un régime militaire. Un régime militaire, qu'il soit au Mali, qu'il soit en Guinée, qu'il soit au Burkina, produire un régime de prospérité. Je ne l'ai pas vu sur cette terre. Moi, je pense que nous allons revenir là-dessus. Je reçois le professeur Mary Teuw, mathématicien. On va parler mathématiques un tout petit peu. Il va nous expliquer la différence entre mathématicien et professeur de maths. On va parler aussi de votre candidature aux élections que vous avez annoncées récemment. Mathématicien et professeur de mathématiques, c'est quoi la différence? Alors, il faut dire que dans cette définition de mathématicien, il y en a qui l'utilisent dans le sens large, en disant tous ceux dont l'activité touche de près ou de loin les mathématiques, on peut les appeler mathématiciens. Il y en a qui utilisent cette définition-là. Mais en général, la communauté mathématique utilise le mot mathématicien pour caractériser les personnes qui, dans leur vie, ont produit un résultat mathématique qui n'est pas évident. J'ai fait des théorèmes dans le domaine des mathématiques pures, dans le domaine de ce qu'on appelle l'interpolation. Si je vous dis Maram Kairé, ça vous fait penser à quoi? Non, Maram, d'abord, je suis heureux. Pour lui, d'abord, je le félicite de sa nomination comme directeur général de l'agence spatiale sénégalaise. Deuxièmement, il fut avec un collaborateur. Il a été mon conseiller technique chargé de la promotion de la culture scientifique, avec qui nous avons travaillé sur le projet d'observatoire astronomique, avec l'achat d'un télescope de recherche. J'espère, avec sa nomination, désormais le télescope sera fonctionnel. Nous avons travaillé avec lui, et c'est avec lui qu'on a signé. J'ai signé avec Airbus Industries, avec le Centre national d'études spatiales et avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation française, la convention de construction au Sénégal du centre de fabrication du microsatellite. Et malheureusement, tout cela était resté, comme on dit, dans les cartons depuis que nous avions quitté. Et je pense que ça a venu, en tout cas, la naissance de cette agence. Moi, je salue qu'il y soit à la tête parce que c'est quelqu'un de compétent. C'est un Sénégalais dont le nom est inscrit sur une astéroïde, en fait, un astéroïde qui tourne autour de la Terre. Et c'est quelque chose de prestigieux pour le Sénégal. Je sais que c'est quelqu'un qui aime l'astronomie. Je le connais depuis gamin. Ça aussi, je le connais depuis gamin. C'est à préciser. Parce que c'est important. Donc, comme moi, j'étais un passionné de l'astronomie. Donc, ceci a fait qu'aussi, quand j'étais recteur de l'UGB, je l'ai invité
dans notre initiative avec le Centre culturel français, Saint-Louis sous les étoiles, Saint-Louis dans les étoiles, Saint-Louis sur les étoiles, pour la promotion de l'astronomie au niveau des élèves et des étudiants. Et vous savez que l'astronomie, c'est un moyen extrêmement efficace d'amener les jeunes à aimer les sciences, et notamment à aimer les mathématiques, la physique, etc. Très bien. Maham Kairé, nous aurons l'occasion de l'inviter. On fera une émission avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a échangé vite fait sur Facebook. Tout à fait. Alors cette émission vous est offerte par la SAS AFA. C'est une société de courtage bancaire. Si vous êtes entrepreneur, vous voulez créer votre entreprise, vous voulez des accompagnements et conseils, je fais passer les contacts au bas de l'écran. SAS AFA, vous en saurez plus. Alors, professeur, on va parler de vous en tant que candidat. Pourquoi vous voulez candidater? Moi, je sais que vous avez un capital sympathie qui est très large quand même, surtout sur les réseaux. Les gens vous apprécient beaucoup. Vous faites des commentaires, vous allez au fin du Sénégal. Vous aimez beaucoup parler de valeurs, d'éducation de base. Vous aimez beaucoup, vous êtes simple, vous êtes très apprécié. Pensez-vous pouvoir compter sur ça pour accéder à la magistrature suprême? Disons que je suis candidat et je pense que vous avez dit le premier élément qui m'a poussé à être candidat, c'est vraiment le constat, et ça c'est depuis quelques années, des pertes de valeur. C'est quelque chose aujourd'hui unanime. Je pense que vous avez sûrement eu à échanger avec beaucoup de Sénégalais. Et les Sénégalais, dans les campagnes, mais aussi dans les banlieues, cette perte de valeur est quelque chose qui obscurcit leur vision de l'avenir. Et cela, nous le constatons et nous pensons que c'est important d'y remédier. Et pour y remédier, il faut revenir, il faut réformer notre école. Et il faut aussi avoir des dirigeants autres que les dirigeants que nous avons, qui sont des dirigeants intègres, des dirigeants qui ont une vision et des dirigeants qui entraînent notre pays dans la conquête des différentes souverainetés que nous devrions avoir. Dans le cadre des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, nous avons introduit une directive parce que notre système éducatif de manière générale est un système basé sur l'enseignement des disciplines. Il n'est pas structuré autour de la formation de l'individu. Et nous avons introduit la directive qui est de dire aux établissements d'introduire de manière obligatoire les soft skills, l'enseignement du leadership, du développement personnel, de la citoyenneté, du service à la communauté et de l'entrepreneuriat et des langues nationales. Et sur cela, nous avons même, dans le cadre de la loi de 2016 que nous avons fait voter à l'Assemblée nationale, dans le cadre des réformes des missions de l'université, introduit parmi les missions de l'université le service à la communauté. Donc pour dire que cette question, elle est fondamentale. Mais l'enseignement supérieur vient en dernier lieu. L'enfant passe du préscolaire jusqu'au secondaire. Et vous savez bien que dans la plupart des pays non francophones, c'est à ce niveau-là que cette formation se fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et pour moi, il faut revoir notre éducation nationale. C'est-à-dire que dès l'enfant arrive à l'école, qu'il commence à étudier dans sa langue maternelle. Deuxième chose, que l'enseignement de la religion soit introduit à l'école. Ici au Sénégal, on a la chance, on est musulman ou chrétien. Donc les musulmans apprendront leur religion musulmane, les chrétiens apprendront leur religion chrétienne et les valeurs autour de ces religions, parce que ce qui nous structure, ce sont ces valeurs-là. En plus aussi, nous apprendrons l'histoire, nous apprendrons nos meilleures valeurs de nos traditions et de nos cultures. Mais il y a des écoles franco-arabes, il y a des écoles aussi qui apprennent aux élèves la catéchèse,
pour les chrétiens et il y a aussi des écoles franco-arabes. Oui, mais l'école publique, moi je parle de l'école publique. Vous parlez de l'école publique. De l'école publique qui représente peut-être 90% des élèves. D'accord. Et l'école publique a l'obligation, pour moi, de faire cela parce que c'est l'école publique qui va former le citoyen sénégalais du futur. Or, ce citoyen sénégalais du futur, il doit être enraciné dans nos meilleures valeurs de culture. Et ce qui porte ces valeurs de culture, ce sont nos langues maternelles, c'est nos religions et c'est nos valeurs héritées de nos civilisations. En plus qu'on apprendra les sciences, les technologies, toutes les connaissances. Et cela est très important. Vous pensez que la langue française nous bloque? Je pense que nous ne devons pas commencer par la langue française. Si on était avec des Anglais, j'aurais dit on ne doit pas commencer avec l'anglais. C'est-à-dire qu'on ne doit pas commencer avec une langue étrangère. On doit commencer par la langue. L'enfant qui quitte ici chez moi, la langue qu'on utilise ici chez moi, quand il arrive à l'école. Mais imaginez la rupture qu'il a. Imaginez le retard que ça crée à nos enfants. Et nous sommes en train de le payer sans faire l'analyse. Pourquoi on le paye? On le paye dans l'enseignement des sciences. Aujourd'hui, cette dégradation systématique du niveau en mathématiques et en sciences, la chute du pourcentage de nos élèves dans les filières scientifiques, l'année dernière, on était à moins de 18% de candidats issus des filières scientifiques. Moins de 18%. C'est un taux faible. En 81, on était à presque 56% de candidats issus des filières scientifiques. C'est-à-dire que de 81 à maintenant, il y a des Vous pensez filières... que c'est le blocage de la langue? La langue en fait partie. La langue en fait partie. Parce que la langue amène même des blocages que l'enseignant ne comprend pas. L'enseignant ne comprend pas que le fameux... Parce qu'il y a des questions, je dirais, de raisonnement qui sont liées à la langue. Et quand vous ne faites pas la transition, vous allez avoir... Certains enfants ne peuvent pas supporter le choc. Prenez un exemple, je vous donne juste un exemple. Le Wolof le comprend, le Peul, le Serer, le Diola. Je pense que le Diakhanké aussi, c'est la même chose. Vous dites 1, 2, 3, 4, 5. Mais si vous comptez dans ces langues-là, quand vous passez à 6, vous n'allez pas dire 6. Vous dites 5 et 1. Par exemple, Jérôme Ben. Jérôme Ben. Jérôme Niar. Jérôme Niar. Jérôme Niet. Mais ça, dans la mentalité de l'enfant, à qui vous avez appris 1, 2, 3, 4, 5, et vous arrivez à Jérôme Ben, mais l'enfant, il va sauter tout de suite. Quand vous dites Jérôme Ben, mais l'enfant a déjà intériorisé Jérôme et a intériorisé Ben. Donc dans sa tête, ce qu'il doit écrire, ce n'est pas un symbole unique 6, mais il va écrire 2 chiffres. Jérôme Ben. Celui qui vient comme ça, il va lire 51. La première étape, c'est d'abord que tout enfant qui arrive va commencer dans sa langue maternelle. On va le faire, le préscolaire, le CI, le CP. Au CE1, on introduit le français. Ça va être compliqué. Vous avez une classe où vous avez 20 élèves. Non, on va le faire de manière pragmatique, dans un premier temps. Pragmatique, c'est quoi? On prend chaque commune du Sénégal, on regarde la langue nationale qui est majoritaire là-bas. Et on enseigne cette langue pendant 5-10 ans. Au bout de 10 ans, on aura assez de ressources humaines pour qu'on puisse faire un enseignement différencié comme on le veut. Mais dans un premier temps, chaque commune... Ça peut créer des blocages dans la mesure où, non, ça crée pas. à partir d'un moment, on voit par exemple des alpolars. Moi, personnellement, j'ai des amis alpolars ou tout couleur qui parlent Peul, qui me disent non, moi, je ne parle pas Wolof, je parle que Peul, ou français ou anglais. Mais en tout cas, pourquoi vous ne parlez pas Wolof? La personne me dit non, je ne suis pas Wolof. Pourtant, la personne parle français, anglais, etc. Donc, mais la personne ne veut pas s'ouvrir. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que si vous prenez des Mankagnes, des Diola, etc., est-ce qu'ils ne vont pas commencer à partir de ce moment à se tirer la couverture de l'appartenance
en disant non, je ne vais pas m'ouvrir à l'autre langue. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une langue officielle pour tout le monde? Non, 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 on ne va pas faire cela, parce que faire cela, c'est répéter exactement. Mais le Wolof est majoritaire. Non, si vous le faites, vous répétez exactement pour les autres ce qu'est le français aujourd'hui pour nous tous. Le Wolof n'est pas... On parle tous Wolof. J'ai dit, si vous dites aujourd'hui, tout le Sénégal, apprenez le Wolof. Pour les Mankagnes, les Peuls, les Sérères, les Diola, ils le verront exactement de la même façon que le français est aujourd'hui pour les Wolofs, les Peuls et tout le monde. En quoi ça peut être un blocage? Et si, parce que chacun est fier de ce qu'il est. Mais ça n'empêche pas quand on est chez soi, on peut parler sa langue, quand on est dans sa communauté. Mais ça peut être une langue officielle, techniquement, comme vous parlez, par exemple, techniquement, comme là on a vu par rapport à la langue, à l'anglais, par rapport à la technologie, on peut faire une langue, par exemple, on se dit Wolof ou Alpulaar ou une autre langue officielle pour le Sénégal. Majoritairement, on parle Wolof, donc on peut utiliser Wolof pour parler. Le Sénégal a réussi une chose. Il faut poursuivre dans cette chose-là. Le Sénégal a réussi quoi? C'est d'abord à faire en sorte que les langues nationales, quasiment, presque maintenant toutes, je pense qu'il en reste vraiment, c'est très peu, parce que la dernière fois que j'ai décompté, on parlait de 17 langues nationales, ont été codifiées. C'est-à-dire qu'elles ont une écriture et une grammaire qui est désormais stabilisée. Et quand on a ça, on peut l'enseigner. La deuxième chose, c'est que notre pays est structuré en communes. La commune est quand même pour l'instant un élément de base qui permet globalement dans une commune, il y a une langue qui émerge. Vous savez pourquoi je dis ça, professeur? Si je peux terminer, après, il y a une langue qui émerge. On peut enseigner cette langue-là au niveau de toute la commune. Il va rester quelques communautés qui, même quand vous maillez à partir des communes, dans le territoire national, ça va être difficile que leurs langues soient enseignées. À ce moment-là, c'est le rôle de l'État. Moi, j'assume un État qui assume la diversité culturelle de notre pays. Et ça, c'est fondamental. Et là où ces langues existent, elles vont être aussi enseignées en même temps que la langue majoritaire. Pour que tout le monde se reconnaisse dans ce qui va être fait. Et quand on arrive au CE1, on introduit le français. Arrivé en CM1, on introduit une initiation à l'anglais. Cela va nous permettre, parce qu'on est toujours dans cette période de l'enfance, où l'acquisition des langues est quelque chose de très facile. Et ça, tous les spécialistes des enfants reconnaissent que c'est durant ces âges-là qu'on acquiert le mieux les langues. Exact. Arrivé en CM2, nous allons, déjà, on va faire un effort important. Parce que pour moi, il faut la scolarisation universelle. Oui. Accompagner la scolarisation universelle, c'est aussi l'alphabétisation de toute la population sénégalaise. Parce qu'il n'y a pas un pays développé où il y a une population encore qui tourne à presque 40% ou 50% d'analphabètes. Réglez cela. On va construire les centres de formation professionnelle dans chaque département au moins du Sénégal. Et on va développer parallèlement la formation générale et la formation à un métier. Et ceux qui feront formation générale auront aussi une initiation à un métier. Parce qu'il est possible, et ça, aujourd'hui, on a, comme on dit, l'architecture pédagogique pour le faire. Oui. Mais on n'a pas les gens qui promouvent cela. Aujourd'hui, vous pouvez suivre la formation professionnelle jusqu'au doctorat. Mais peu de gens le savent. Parce que ceux qui sont même censés le développer, c'est comme s'ils ne le savaient pas. Vous faites le CAP, vous faites le BEP, vous faites le BT, vous faites après le BTS ou le DUT ou le DISEP. Après, vous faites la licence professionnelle, le master professionnel et le doctorat. De l'autre côté, vous faites le CAP, le BFM, le bac, licence, master, doctorat. Donc, du point de vue parcours, le niveau d'arrivée est le même si vous choisissez la voie professionnelle. Mais ça reste à être une politique d'État
qui va valoriser cela. Et aussi des médias, Et les médias, tout le monde. Et faire en sorte que apprendre un métier devient aussi honorable que faire mathématiques ou faire anglais ou faire je ne sais pas quoi. Et ça va être un élément dans la transformation culturelle des esprits. Le deuxième volet, c'est la connaissance, qui m'a poussé à la candidature. Mon constat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de constater que dans nos pays, alors qu'on est dans le siècle de l'économie de la connaissance, on est dans le siècle où tous les pays se battent pour amener les meilleurs cerveaux chez eux. Chez nous, on dévalorise la connaissance. Parce qu'on préfère promouvoir des gens sur la base de politiques politiciennes plutôt que sur la base des connaissances et des compétences. Donc nous, on veut promouvoir la connaissance et la compétence. Le troisième aspect, c'est l'aspect sur lequel on a très longuement discuté, c'est la paix et la stabilité. Parce que sans paix et stabilité, il ne peut pas y avoir de développement. Clairement. Voilà les trois choses qui m'ont poussé à dire, vu le contexte dans lequel on se trouve, qu'il est important qu'une candidature qui porte cela puisse se déclarer et plaider, faire le plaidoyer de ces trois axes autour maintenant d'un programme de transformation nationale que nous proposons aux Sénégalais. Allah is God. Elijah Muhammad is a messenger because Allah has power of all things, all things, all things. If you believe in him, nothing, even George Foreman will look like a baby, like a baby, like a baby.